Merci d'éteindre vos téléphones portables et d'accueillir Nicolas Sabouret. Bonjour, bienvenue à la médiathèque Nelson Mandela. Je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier toute l'équipe de m'avoir invité. Et effectivement, je vais vous parler pendant à peu près une demi-heure de ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on imagine derrière l'intelligence artificielle, et puis en fait, en général, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Et vous allez voir que quand on comprend mieux comment ça fonctionne, à la fois on est très impressionné et en même temps on est un peu rassuré. Et ensuite, on pourra du coup faire une petite séance de questions-réponses avant l'intervention d'Alexei, mon collègue du CEA, qui lui vous parlera de choses un petit peu plus techniques et aussi des questions éthiques, qui est l'un de ses domaines de spécialité. C'est une conférence que je donne depuis quelques temps maintenant, que je change régulièrement, mais autrefois, quand je la commençais, je demandais aux gens qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, et j'avais des réponses assez variées des uns et des autres. Les gens me disaient c'est ceci, c'est cela. Maintenant, ça marche plus très bien. Quand je fais ça, si je vous dis qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, vous allez tous me répondre la même chose. Qu'est-ce que vous allez me répondre ? ChatGPT. Tout le monde répond ChatGPT. Voilà. Alors, ce n'est pas que ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et je voudrais vraiment commencer par insister là-dessus. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup de choses. Oui, ChatGPT, c'est un algorithme, repose sur un algorithme d'intelligence artificielle. Et ce mot algorithme va revenir souvent dans mes propos. On pourra en rediscuter un petit peu. Mais souvenez-vous, en 2015, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu un grand boom aussi sur les informations, parce qu'un algorithme d'intelligence artificielle qui s'appelait AlphaGo avait battu le champion du monde du jeu de Go. Et déjà, c'était de l'intelligence artificielle. Mais en fait, ça fait plusieurs années que les gens ont dans leur voiture des GPS. Les GPS de voiture, c'est de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, mais ça repose. Le truc qui vous dit dans 500 mètres, tournez à gauche, c'est basé sur un algorithme d'intelligence artificielle. Et puis on peut remonter encore plus loin dans le temps. Les grues qu'on voit sur les chantiers, qui balancent des gros blocs de béton pour construire le bâtiment, le contrôleur de la grue qui évite que les blocs se baladent dans tous les sens et que ça casse tout, c'est contrôlé par des algorithmes d'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, d'abord, c'est beaucoup plus ancien que ce qu'on pense, et puis c'est beaucoup de choses. Ça peut être fabriquer des images. Ça, on en parle beaucoup en ce moment avec les craintes qu'on a autour de la désinformation. Cette image est fabriquée. Angela Merkel et Barack Obama n'ont jamais pris une glace sur la plage. Enfin, peut-être, mais pas ensemble. Enfin, en tout cas, on ne sait pas. Mais, et ça, c'est très impressionnant, parce qu'on se dit, mais c'est vraiment balèze d'arriver à fabriquer une image comme ça. Et en même temps, il y a des choses très simples pour nous, qui sont aussi des problèmes d'intelligence artificielle, et on ne s'en rend pas compte. Savoir qu'il y a un triangle dans cette image, je pense que tout le monde dans la salle a vu où était le triangle à peu près. Pour un ordinateur, c'est une tâche qui est compliquée. C'est un problème qui nécessite un algorithme. Vous préférez changer de micro ? Désolé. Je change de micro, est-ce que c'est mieux ? Ah, super. Alors moi, je ne me rends pas compte quand c'est pas bon, mais ok. Et donc, reconnaître un triangle, ça, c'est une tâche qui nécessite de faire appel à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Il y a une définition qui est très bien admise par presque tout le monde et qui est assez simple. C'est la définition qui a été proposée par le petit bonhomme sympathique que vous voyez là, qui s'appelle Marvin Minsky. Et Minsky a dit l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des programmes, voilà, donc il avait en tête effectivement qu'on faisait de l'informatique, qui permettent de construire des machines capables de réaliser des choses qui nécessiteraient de l'intelligence si elles étaient faites par des humains. Et la définition est très importante. Il ne dit pas « c'est construire des machines intelligentes ». Aucun informaticien pense qu'on fabrique des machines intelligentes. Donc il y a déjà un premier mensonge, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. L'intelligence artificielle, c'est de faire avec de l'informatique, avec des programmes, des choses qui nécessitent de l'intelligence, mais quand on le fait avec des humains. Et vous voyez qu'on ne définit pas ce que c'est que l'intelligence. C'est compliqué de définir l'intelligence. On ne parle pas non plus de machine intelligente. On se dit comment, avec des programmes informatiques,
faire des choses que nous, les humains, nous résolvons avec notre intelligence. Et voilà, j'aimerais, s'il y a une chose qu'il faut retenir de cette conférence, c'est cette définition-là. L'intelligence artificielle, c'est faire des choses par des machines que nous faisons avec notre intelligence. Alors, il y a une explication derrière ce terme, et on reviendra dessus. Je vais essayer, moi je voudrais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire de l'IA, de d'où ça vient. Alors, l'IA, c'est de l'informatique, et l'informatique, est-ce que vous pouvez me dire quand ça a commencé? Alors, je vous donne un indice, c'est entre les dinosaures et 2023. C'est quelque part entre les deux. Est-ce que, je vais me mettre sur le côté pour vous voir, est-ce que quelqu'un veut proposer une date? 90. 1990, vous voulez dire, oui. Non, avant ça, bien avant ça. 1960, 1950. 1950, c'est pas mal. Et 1940, c'est pas mal non plus. Alors, en général, on dit, attention, ça n'a pas marché, voilà. En général, on dit que l'année zéro de l'informatique, c'est 1945, c'est l'année où on a construit le premier ordinateur entièrement électronique. Il s'appelait ENIAC. Donc c'est une grosse machine, grosse comme, ça tenait dans la salle ici. Ça calculait 10 fois moins bien que n'importe quoi dans notre poche aujourd'hui, mais voilà, c'était un gros ordinateur intégralement électronique. En fait, comme dans toute invention, dans toute technologie, il y a eu des ancêtres avant, et il y a une espèce de préhistoire de l'informatique. En particulier, il y a une histoire assez amusante sur la machine analytique de Charles Babbage, et vous avez peut-être déjà entendu parler. Hier, c'était la journée des droits de la femme, donc c'est souvent une journée où on met les femmes scientifiques à l'honneur. Et donc Ada Lovelace, qui était la première femme à écrire un programme informatique, enfin la première personne au monde à écrire un programme informatique, elle avait écrit un programme pour la machine de Charles Babbage, qui était une machine mécanique, mais qui faisait du calcul de manière programmable. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir programmer des calculs. Donc d'écrire à une machine ce qu'elle doit faire comme calcul. Ce n'est pas comme une calculatrice où vous dites je tape sur la touche 1, j'appuie sur plus, puis je tape sur la touche 2, et ça me donne un résultat. Là, l'addition a déjà été programmée dans la machine. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir donner une instruction à la machine, lui dire je voudrais que tu fasses une addition, et voilà comment on fait une addition. On lui décrit le programme. Et donc, voilà, de la machine analytique de Babbage qui date du 19e siècle, on a progressé et finalement, en 1945, on dit en général 1945, ça y est, c'est le début de l'informatique. Alors, l'intelligence artificielle, pareil, on va essayer de deviner quand est-ce que l'intelligence artificielle est apparue. Et donc, pareil, je vous donne un indice, c'est entre le début de l'informatique et maintenant. Donc, c'est quelque part dans la zone où il y a le dinosaure. Donc, qui a envie, pareil, on peut... 70, alors c'est plus tôt que ça. 50, c'est 1950. Donc en fait, c'est très très tôt dans l'histoire de l'informatique. Très vite, on a eu l'idée de l'intelligence artificielle. En fait, c'est Alan Turing, on reparlera d'Alan Turing juste après, le petit bonhomme dont vous voyez la photo, qui a écrit un article dont le titre c'est « Can machines think ?» Est-ce que les machines peuvent penser? Et ensuite, en 1956, il y a une première conférence, et c'est là que le terme intelligence artificielle a été employé pour la première fois. Mais l'idée de l'intelligence artificielle, même si ça ne s'appelait pas encore comme ça, date de 1950. Et vous voyez que AlphaGo, ChatGPT, c'est très près de nous. Donc il s'est passé quand même pas mal de choses entre les deux. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on va revenir à la définition, et on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps pour fabriquer ChatGPT si on a eu l'idée en 1950 ? En fait, ce n'est pas si simple de résoudre par le calcul des choses que nous, les humains, nous faisons avec notre intelligence. Il faut bien comprendre que les machines ne vivent pas dans le monde dans lequel on vit, nous. Elles vivent dans un monde où tout est calcul. Il n'y a que des nombres et des additions, des multiplications et des choses comme ça. On ne peut rien faire d'autre que ça. Donc tout ce que vous faites faire à une machine, se fait à travers cette notion de calcul. Tout est transformé en nombres, et évidemment, ça rend les choses un petit peu différentes et un petit peu plus difficiles dans certains cas. Il y a un chercheur très célèbre qui s'appelle Edsger Dijkstra qui a donné une phrase qui, à mon sens, résume très très bien cette difficulté. Il dit « Se demander si un ordinateur peut penser, c'est aussi absurde que de se demander si un sous-marin peut nager. » Et cette phrase, elle est assez juste. Un sous-marin, ça va sous l'eau, ça fait des trucs super bien sous l'eau, mais clairement, ça nage pas. Ça fait autre chose. Eh ben, un ordinateur, c'est pareil, ça fait des choses très malines, mais en fait, ça calcule, ça ne pense pas.
Et donc, dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas toutes ces choses-là qu'on a tendance, nous, à plaquer sur les objets. On aime bien dire à notre voiture, allez, Titine, tu vas démarrer, ou un truc. Mais voilà, la voiture, elle n'a pas d'âme. Enfin, en tout cas, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est pas encore prouvé. Voilà. Donc, on va revenir à la définition. Et donc, je vais vous reparler d'Alan Turing, le premier qui a eu l'idée de l'intelligence artificielle. Et pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment il a eu cette idée, on va en parler un tout petit peu. Peut-être certains d'entre vous ont vu le film Imitation Game, qui est sorti en 2014, dans lequel Benedict Cumberbatch, cet acteur, joue le rôle d'Alan Turing. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Levez la main si vous avez vu le film. Ah oui, quand même. Je vais vous passer très très vite la bande-annonce, enfin un extrait de la bande-annonce. Ouvrir avec VLC. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed. Voilà, je recommence. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history. The Germans use it for all major communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. Alors, ça c'est le problème de VLC, c'est qu'il joue les vidéos tout seul après. Bref, je reviens sur la présentation, c'est pas très grave. Donc voilà, Alan Turing, qu'on a vu dans la vidéo, il est surtout connu par le grand public pour avoir cassé Enigma. Donc Enigma, c'est la machine qu'on voit dans le film, qui était utilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour coder, crypter, chiffrer, enfin, les termes diffèrent selon les époques, les messages entre le sol et les sous-marins allemands. Et en fait, dans les années, fin des années 30, tout début des années 40, Alan Turing et son équipe à Bletchley Park ont cassé le code d'Enigma à l'aide de la machine avec plein de gros trucs qui tournent. Et ça a été effectivement un énorme succès pour les Alliés, d'autant plus que les Allemands n'ont jamais su qu'en fait leur code était cassé. Donc pendant toute la guerre, les Alliés savaient exactement ce que c'est les sous-marins allemands. C'est quand même un avantage stratégique assez important. Mais Alan Turing, c'était vraiment un génie. Il n'a pas fait que ça. Avant de faire ça, il a beaucoup travaillé sur la théorie de la calculabilité et de la complexité. Donc de comprendre ce qu'on pouvait calculer avec des ordinateurs. Et je vais y arriver. C'est parce qu'il avait compris ce que c'était que le calcul, il est le premier à se poser la question, à se dire mais peut-être qu'un jour, avec ces machines avec des gros boutons qui tournent dans tous les sens, peut-être qu'un jour on pourrait jouer aux échecs. Ou alors il n'avait pas pensé à conduire une voiture, mais voilà, faire des choses très évoluées que nous on fait avec notre intelligence. Et c'est là où il a eu l'idée d'écrire cet article, de se dire mais est-ce que c'est possible de reproduire de la pensée à l'aide de ces machines? D'où son titre un peu provocateur, est-ce que les machines peuvent penser? Et il ne conclut pas sur le fait que les machines pensent, mais il conclut sur le fait que oui, c'est possible. Et que si on arrive à faire à ces machines des choses, donc par le calcul, il dit par le calcul, je pense qu'on peut arriver à faire des choses très complexes que nous faisons avec notre intelligence. Et il dit, si ça arrive, on pourrait parler de, alors en anglais il dit machine intelligence, qu'on pourrait traduire par l'intelligence mécanisée. Et c'est devenu, dans les années 50, l'intelligence artificielle. Donc le thème intelligence artificielle vient de là. Même s'il faut bien garder en tête qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle, il y a une raison historique et le terme est resté. Alors, pourquoi c'est difficile? Pourquoi seulement un type comme Alan Turing était capable de prévoir, de voir ça? C'est assez simple. La théorie de la complexité, il faut faire des études de maths pour comprendre, mais en fait, on peut l'expliquer très simplement. C'est juste que quand vous faites des choses par du calcul, ça prend un certain nombre de calculs. Quel que soit le problème que vous devez résoudre, il y a un certain nombre de calculs, et le nombre de calculs dépend du problème, en fait. Dépend pas de la manière, ça dépend aussi de la manière dont vous le résolvez, mais voilà, pour chaque problème, il y a un nombre de calculs. Par exemple, si je dois trier 100 fiches par ordre alphabétique, c'est pas possible de le faire en moins de 650 opérations. C'est impossible, il n'y a pas de solution. Bon, ça, c'est montré mathématiquement. Donc, il faut forcément 650 opérations de calcul pour remettre dans l'ordre les 100 fiches. Après, 650 opérations, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Là, ça dépend du point de vue. Quand on parle des ordinateurs, un ordinateur, ça fait pas mal d'opérations par seconde. C'est pour ça qu'on les a construits. Ça fait combien d'opérations par seconde, d'après vous? Est-ce que ça fait 10 opérations par seconde, 1000 opérations par seconde?
Plus que 1000 10 millions? Plus que 10 millions? 2 milliards. 2 milliards, on n'est pas loin du but. En général, en informatique, on arrondit à l'unité près. On considère qu'un ordinateur fait environ 1 milliard d'opérations par seconde. Quand vous avez un ordinateur, quand on vous dit ce microprocesseur est cadencé à 3,5 GHz, ça veut dire qu'il fait 3,5 milliards d'opérations à chaque seconde. Donc voilà, on est en milliards d'opérations par seconde. Donc 650 opérations, c'est une plaisanterie. On n'en parle même pas. Après, on peut faire des problèmes plus durs. Si je vous donne le Sudoku le plus dur du monde, le Sudoku 100 étoiles qui va nous occuper pendant au moins 3 jours, enfin, vous voyez, un truc un peu costaud. Hein. Bon, pour un ordinateur, c'est 500 millions d'opérations, une demi-seconde, hop, c'est plié, on n'en parle plus. J'ai arrêté de jouer au Sudoku, hein, c'est un peu déprimant. Bon, après, il y a des choses encore plus difficiles. Par exemple, gagner à coup sûr aux échecs. Ça, on a un algorithme qui date des années 30 qui permet de gagner à coup sûr aux échecs. Et cet algorithme, pour le mettre en œuvre, pour le réaliser sur une machine, il faut calculer plus de 10 puissance 120 opérations. Alors 10 puissance 120, personne ne se représente ce que c'est, moi non plus. Hein. C'est un 1 avec 120 zéros derrière. Donc 1 milliard, c'est un 1 avec 9 zéros derrière, vous voyez l'idée. 1000 milliards, c'est un 1 avec 12 zéros derrière. Donc 120 zéros derrière, ça commence à faire pas mal de zéros. Et pour vous représenter ce nombre, on va faire un truc très simple, un exercice de pensée. On va imaginer le nombre d'atomes qu'il y a dans tout l'univers. Alors l'univers, c'est potentiellement infini, mais tout l'univers qui nous est accessible, tout ce qui est à 13 milliards et demi d'années-lumière de nous, tout ce qu'on peut voir avec les plus grands télescopes, donc les galaxies. D'accord, le nombre d'atomes qu'il y a dans tout ça. Bon, ça fait beaucoup. D'accord. Ce nombre-là, il est encore des milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus petit que 10 puissance 120. Donc on ne va pas faire demain, même dans un siècle, un ordinateur suffisamment puissant pour calculer 10 puissance 120 opérations dans un temps qui nous conviendra. C'est impossible. C'est inatteignable. D'accord, c'est pas un problème de l'ordinateur, il va être plus puissant demain. Ça, je l'entends beaucoup. Les gens disent oui, peut-être qu'avec les ordinateurs plus puissants, on y arrivera. Non, c'est pas une question de puissance de l'ordinateur. C'est inatteignable. C'est pas comme ça qu'on va gagner aux échecs. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Alors, la théorie dit on ne peut pas gagner à coup sûr aux échecs. Ok, mais personne ne veut gagner à coup sûr aux échecs. Ce qu'on veut, c'est juste gagner contre un humain. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à faire moins de fautes que l'humain. En fait, l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. Ce qu'on veut, c'est avoir une réponse approchée. Et là, on tombe sur un truc assez intéressant dont les gens ont rarement conscience. L'intelligence artificielle, en fait, c'est faire à des programmes des choses dont on sait qu'elles sont impossibles à calculer de manière exacte, parce que la théorie montre qu'il faudrait des milliards d'opérations, donc c'est inatteignable. Et donc de trouver les solutions pour y arriver. Comment on fait ? On renonce à l'exactitude. Donc on programme un système en se disant je ne vais pas chercher la bonne solution, je vais chercher une solution pas trop mauvaise. Je ne vais pas chercher la solution exacte, je vais accepter de me tromper. Et donc un programme d'intelligence artificielle forcément se trompe. Il est programmé comme ça. Il est programmé pour pouvoir se tromper. Parce que s'il ne se trompait jamais, il aurait besoin de milliards d'opérations. Donc, l'IA, c'est trouver des solutions pas trop mauvaises à des problèmes dont on sait qu'ils sont inatteignables de manière exacte. Et ça marche pas mal. Enfin, quand même, le GPS, en général, il vous emmène à peu près au bon endroit. Bon, parfois, vous dites quand même, c'est bizarre, pourquoi il me fait passer par cette route-là ? Mais souvent, il a raison. Mais voilà, il trouve des solutions pas trop mauvaise, à un problème pour lequel, si on voulait la solution parfaite, il faudrait des milliards d'années de calcul. Et c'est ça, faire de l'IA. C'est faire des programmes qui vont se tromper. Alors, il y a des choses sympas, c'est que quand ils se trompent, souvent, c'est énorme. L'erreur, elle est ultra grossière. Et on pourra en rediscuter. Et du coup, voilà, il y a un truc assez intéressant, parce qu'une erreur dans le monde du calcul est souvent très visible dans le monde des humains. Donc voilà, on peut utiliser la machine pour nous donner des résultats, puis quand elle se trompe, on va vite s'en rendre compte. On va en parler tout de suite. Et pour vous en parler, il faut que je vous raconte une petite histoire qui est justement ce théorème du min-max qui permet de calculer le coût parfait aux échecs. Alors, on est reparti de l'algorithme de 1930 pour calculer la partie parfaite, et on se dit, puisque ce n'est pas possible de tout calculer, on va s'arrêter au bout de 3-4 coups, selon la puissance de l'ordinateur. Donc, au lieu de calculer les 10 puissance 120 parties possibles, je commence à jouer, je regarde toutes les parties possibles avec 3-4 coups d'avance, et puis je choisis la meilleure d'entre elles. Donc, je regarde les plateaux sur lesquels j'arrive, je construis ce qu'on appelle une heuristique, qui me donne la valeur de chaque plateau. Je prends le plateau le plus intéressant pour moi,
et puis je remonte jusqu'à choisir le coup que je dois jouer pour y arriver. Et ça, cet algorithme, c'est un algorithme assez simple qui s'appelle l'algorithme du min-max et qui marche plutôt pas mal. On joue donc par exemple 5 coups et puis évidemment on peut se tromper. C'est possible qu'en se disant au bout de 5 coups il faut que je sois là, si on avait pu regarder 7 ou 8 coups, on se serait dit ah non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Mais bon, c'est comme ça, on va peut-être se tromper de temps en temps. Et cet algorithme, il a été mis en œuvre dans les années 90 au sein du projet Deep Blue par IBM pour battre Kasparov aux échecs. Alors il y a des gens plus ou moins jeunes dans la salle, mais qui se souvient de la victoire de Kasparov, enfin de la défaite de Kasparov contre Deep Blue. Alors c'est pas fait en un coup. D'abord ils sont venus avec une première machine et donc ils ont fait un gros supercalculateur, une première machine qui s'appelait Deep Thought, donc pensée profonde. C'est un clin d'œil à un livre de science-fiction des années 80 et qui était capable de calculer 3000 parties par seconde. Donc ça fait 4 coups d'avance. C'est bien, mais ça suffit pas. Avec ça, ils ont perdu contre Kasparov. Ils se sont dit, quand même, on a réussi à le faire, c'est pas mal. Donc, ils ont refait une machine encore plus puissante, avec 256 processeurs, qui fait 200 milliards de configurations en 3 minutes. Pour l'époque, c'était ultra balèze. Donc, ça fait à peu près 10 coups à l'avance. Là, 10 coups, ça commence à être beaucoup. Et la machine, elle se trompait quand même pas souvent. Donc, elle n'était pas encore à une partie d'échecs, c'est une 50aine de coups. Elle n'était pas encore au bout. Mais bon, elle commençait à avoir un peu d'avance, un peu de vision sur ce qui se passait dans la partie. Et du coup, elle jouait pas trop mal. Et effectivement, ils ont gagné. Alors après, ils ont gagné, mais ce n'était pas vraiment une belle victoire. D'abord, il y a eu plein de matchs nuls. Donc Kasparov, il ne s'est quand même pas laissé faire. Et puis en fait, là où ils ont vraiment gagné, c'est sur une partie, la deuxième partie, où l'IA s'est trompé. Et Kasparov, il n'avait pas suivi ma conférence à l'époque, donc il ne savait pas que les IA pouvaient se tromper. Lui, il était persuadé que la machine ne se trompait jamais. Donc la partie était en train de se dérouler et l'IA gagnait. L'IA avait un avantage pour Kasparov, ça ne sentait pas très bon. Et là, elle joue un coup extrêmement mauvais qui donne la victoire à Kasparov. Et lui, il dit, c'est pas possible. Il y a un truc que je n'ai pas vu. Et donc il cherche, il a 3 minutes pour réfléchir, il cherche, puis il se dit, je ne sais pas, je vais jouer un coup prudent. Et il a joué un coup prudent. Donc il a assuré le match nul alors qu'il avait la victoire, que la machine lui avait donné la victoire sur une partie qu'il perdait. Ça l'a foutu en rogne. Du coup, il a perdu les parties suivantes. Après, il a dit, ouais, IBM, ils ont triché. IBM, ils ont vite démonté la machine en disant, regardez, elle est dans un musée, on ne peut plus la refaire. Bon, voilà, c'est la victoire à la Pyrrhus. Hein. Mais c'est une victoire quand même. C'est la première fois depuis longtemps que l'IA arrivé comme ça à obtenir une victoire dans un domaine significatif en fin des années 90. Alors Kasparov, depuis, il a compris que les machines pouvaient se tromper, et il donne des conférences aussi où il explique comment les machines font pour le battre aux échecs. Voilà. Par ailleurs, c'est un joueur d'échecs extraordinaire. Alors, ça, c'est la première partie de la conférence, c'est vraiment ces deux choses-là. L'IA, c'est pas intelligent, parce que c'est juste de faire à des machines des choses que nous, on fait avec notre intelligence. Et du coup, pour le faire, on est obligé de se tromper. Et comme je vous disais, quand on se trompe, c'est souvent assez grossier. Donc, je vais vous montrer la deuxième vidéo. Alors, c'est une vidéo en japonais sous-titrée en anglais, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Hop. Il y a le petit robot qui parle avec la dame. Il lui dit est-ce que vous savez qu'on vend des produits super géniaux ? Elle dit oui. Et là, le robot. Elle dit j'ai pas compris. Voilà. Alors, répète, elle est gentille. Elle dit oui, c'est bon, j'avais compris. Voilà. If you speak a word of what I'm about to... Alors, ça, vous l'avez déjà vu aussi. Donc, non, pardon, c'est pas le bon truc. Hop, voilà. Donc, les machines, quand elles vont se tromper, elles vont tomber dans des trous de raisonnement qui nous paraissent, à nous, complètement incroyables. Et ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'IA à bon escient. Hein, si la machine vous envoie et vous dit tournez à droite, allez dans le lac, vous allez dire non, je ne vais pas aller dans le lac, c'est bon, c'est pas une bonne idée. Et donc il faut garder un peu de libre arbitre aussi. C'est ça qui est important. La machine va se tromper, c'est obligatoire. Et quand elle se trompe, il faut juste qu'on soit là pour dire bon, ok, ça c'est pas la bonne solution. Mais le reste du temps, elle peut être très très performante. Elle peut battre Kasparov aux échecs. Aujourd'hui, on a d'autres algorithmes pour gagner aux échecs qui marchent très très bien et qui sont voilà, c'est plus la peine d'essayer de gagner aux échecs contre une machine. Alors, je vais revenir sur la partie histoire. Et en fait, il y a eu 2 grandes phases dans l'histoire de l'IA. Alors, c'est un peu étonnant, enfin un peu arbitraire de les couper comme ça, mais ça permet peut-être de comprendre l'évolution récente et le buzz récent qu'il y a autour de l'IA. Donc, jusque dans les années 85, il y a eu une grosse domination de l'IA qu'on appelle symbolique,
Donc l'IA symbolique, ça a démarré très très tôt, dès 1945. Il y a l'algorithme min-max avec l'heuristique pour gagner aux échecs, c'est 1956. C'est la conférence où on a pour la première fois parlé d'IA. Et puis vous voyez qu'il faut un petit peu de temps avant que de 56 à 97, avant que cet algorithme soit vraiment mis en œuvre dans un supercalculateur pour battre Kasparov. Et entre les deux, il s'est passé plein de choses. Il y a eu plein d'inventions qui ont été faites en IA. Et il y a eu aussi un gros enthousiasme dans les années 50-60 autour de l'IA, avec beaucoup de promesses. Alors, toutes ces techniques basées sur l'IA symbolique, elles reposent sur un peu tout le temps le même principe. Vous avez donc une machine, un ordinateur, qui doit calculer un résultat à partir de données. Et pour ça, donc, il y a des règles de décision pour décider la chose à faire. Et pour faire ça, on va demander à un humain comment il aurait fait. Et ensuite, on demande à un informaticien, qui est donc aussi un humain, de programmer l'expertise de l'humain dans la machine sous la forme d'un programme informatique. Donc ça marche pas mal. Après, c'est un peu fastidieux. Évidemment, il faut arriver à comprendre l'expertise de l'humain, puis il faut la modéliser dans un programme, et c'est là où on fait des simplifications. C'est ces simplifications qui introduisent des erreurs, mais qui permettent aussi au programme de s'exécuter dans un temps de calcul raisonnable. C'est souvent très long à programmer, et puis il y a toujours des exceptions. C'est le principe de la programmation dans les systèmes à base de règles. Vous avez fait une règle pour expliquer que les voitures, c'était des véhicules à 4 roues, et bam, vous croisez une voiture à 6 roues dans la rue, ou à 3 roues, et vous êtes bien embêté. Alors on peut dire alors c'est une voiture, c'est 4 roues, sauf quand il n'y en a que 3. Mais bon, ensuite il faut réécrire. Bon, mais ça marche quand même pas mal. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites à l'époque. Aujourd'hui, quand on envoie des robots sur Mars, on utilise ce genre de programmation. Le joueur d'échecs, il fonctionne comme ça. Enfin, il y a quand même pas mal de systèmes qui fonctionnent avec cette approche, et ça fonctionne pas si mal que ça. Et ça a conduit, dans les années 60-70, à des déclarations tonitruantes, un peu comme on en a eu au début des années 2010 et jusqu'à encore aujourd'hui, en mode l'IA va révolutionner la Terre et demain les machines vont tous nous posséder, etc. Enfin, on entendait tout et son contraire. Il y a des phrases définitives du genre dans 10 ans, les humains battront aux échecs et les machines battront les humains aux échecs et résoudront des théorèmes. Ça, c'était 58. Donc vous voyez que 10 ans, certes, ça a fini par arriver, mais il a fallu quand même 30 ans de plus que ce que le gars prévoyait. Minsky l'avait carrément dit, dans 8 ans, les machines auront le même niveau d'intelligence que les humains. Alors, c'est le même Minsky qui a pourtant fait une très bonne définition de l'IA, mais un peu plus tard. Là, à l'époque, il était un peu tout feu tout flamme. Et puis pareil, en 73, il y a des gens qui ont dit oui, on a des systèmes experts, dans 5 ans, il n'y a plus de médecins, on ira chez le docteur, on soufflera dans le micro, et il dira hop, vous avez la grippe, prenez un Doliprane et au lit. Bon, voilà. En fait, c'est pas arrivé. Tout ça, ça a été des échecs assez incroyables. Et du coup, on a traversé une période assez longue entre le début des années 80 et, je dirais, le milieu des années 2010, qu'on a appelé l'hiver de l'IA. Alors, moi, j'étais enseignant à l'université Paris Pierre et Marie Curie dans les années 2000. Et je me souviens qu'en 2010, je disais à mes élèves du master d'intelligence artificielle de l'université, donc qui avaient choisi d'aller faire de l'intelligence artificielle, surtout sur votre CV, vous ne mettez pas intelligence artificielle, vous mettez informatique, etc. Mais, parce que sinon, votre CV va partir à la poubelle. Donc c'était vraiment pas à la mode. C'était à tel point qu'on l'enseignait évidemment à nos élèves, parce que c'est des compétences très utiles, mais on savait que ce n'était pas populaire. La raison, c'est tout simplement que les entreprises avaient investi énormément d'argent à cette époque, que les promesses n'ont pas été tenues, et bon, du coup, elles sont revenues en arrière. Et il s'est passé des choses pourtant. Pendant ce temps, les chercheurs ont continué à bosser. Les petits points noirs, c'est des grandes découvertes, mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre les deux. Tous ces autres petits points bleus, qui sont aussi des grandes découvertes, sont des grandes découvertes dans une autre branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage automatique. Alors, encore une fois, je ne voudrais pas donner l'impression, parce que c'est un peu l'impression que va donner ma conférence, que l'apprentissage automatique a remplacé l'intelligence artificielle symbolique. Mais de fait, il y a des choses qu'on ne savait pas faire avec l'intelligence artificielle symbolique ou qu'on savait mal faire et qu'on a réussi à faire avec l'apprentissage automatique. Et donc ça a donné lieu à la deuxième phase de l'IA jusqu'à à peu près aujourd'hui. Alors j'ai mis 2023, mais c'est encore vrai en 2024. Et l'apprentissage automatique, c'est assez simple en fait. On a toujours le même problème. On a toujours un ordinateur qui doit calculer une solution à partir de données en entrée et donc qui va écrire des règles de décision. Et on va utiliser une propriété assez intéressante des ordinateurs. Je reviens à ce que j'ai dit au tout début de la conférence.
quand Charles Babbage a fait sa première machine programmable, en fait, un programme qui décrit ce que doit faire l'ordinateur, c'est aussi une donnée. Donc certes, on a en entrée le problème qui est décrit sous la forme de nombres, mais on peut aussi écrire la solution de ce problème, enfin la manière dont on va résoudre ce problème sous la forme de nombres. Et donc si c'est aussi des nombres, si c'est aussi de l'information, l'informatique c'est la science du traitement de l'information, on peut très bien écrire un programme qui va fabriquer cette solution. Et donc l'idée géniale de l'apprentissage automatique, qui porte très mal son nom, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'apprentissage dans l'apprentissage automatique, il y a du réglage de paramètres automatiques. L'idée géniale, c'est de dire on ne va pas écrire un programme qui résout le problème, on va écrire un programme qui règle les paramètres qui permettent de résoudre le problème. Et ça, c'est vraiment un truc assez incroyable. Alors comment on le fait ? On a toujours besoin d'un expert humain, ça ne change pas, mais on ne va pas lui demander comment tu fais, on va lui dire qu'est-ce qui est important pour décider ce qu'il faut faire. On va lui demander ce qu'on appelle en anglais les features, donc les dimensions, les choses qu'il faut regarder dans les données, et qui sont les indicateurs sur lesquels lui va se baser avec son expertise pour prendre sa décision. Et ensuite, on va demander à un informaticien d'écrire le programme qui va pouvoir analyser automatiquement des données, regarder les fameuses features à l'intérieur de ces données et générer les règles de décision. Alors souvent, on génère certaines choses avec déjà pré-réglées, enfin il y a déjà des paramètres, on reviendra dessus tout à l'heure, mais voilà, c'est ça l'idée générale. Et ça marche vachement bien. Alors évidemment, il y a des limites. Il y a forcément des limites, puisque les erreurs, elles arrivent. Hein. D'abord, la première limite, c'est qu'il faut collecter les données. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin de transférer nous-mêmes l'expertise de l'humain, mais il faut du coup qu'on ait cherché l'expertise dans les données. Et c'est pour ça que les meilleurs au monde aujourd'hui en apprentissage automatique, c'est Google, Facebook, Amazon, etc. C'est parce qu'on leur donne gratuitement nos données. On est très généreux avec eux et ça leur permet de faire plein d'argent, sur notre dos d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Mais donc, il faut collecter les données. Si vous avez les données, vous pouvez commencer à faire des choses assez intéressantes. Ensuite, il faut quand même régler. C'est-à-dire que le programme d'apprentissage, ça nécessite des longues années d'études avant d'être capable de l'écrire. Donc, il faut régler les métaparamètres. On appelle ça les métaparamètres du programme d'apprentissage. Et donc, on obtient une espèce d'algorithme. Ce n'est pas tout à fait un algorithme, mais quelque chose qui permet de calculer la solution. Le problème, c'est que très souvent, ce résultat n'est pas explicable. C'est-à-dire que la machine fait le calcul, donne un résultat qui est plutôt bon dans la plupart des cas, mais on ne peut pas retrouver pourquoi elle a sorti ce résultat-là. Ça a été tellement transformé en nombres et en calculs que ça ne veut plus rien dire. Alors que dans la méthode symbolique, c'était facile, les règles, on les écrivait à la main, donc on pouvait dire il est passé par telle règle et donc on sait ce qu'il a fait. Donc on a un résultat qui n'est pas explicable, on a un résultat qui n'est pas non plus personnalisable, c'est-à-dire que le résultat il est calculé d'après les données. Donc vous avez un truc qui est bon en moyenne d'après les données que vous avez. Mais il ne va pas être bon juste pour moi, il va être bon pour la moyenne des gens. Donc si on a des choses un peu différentes de la moyenne, ça marche moins bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle, vous avez certainement déjà entendu parler, des biais d'apprentissage. Un exemple qui est beaucoup donné, c'est quand les premières boîtes comme Siri, Amazon, Alexa et les trucs de reconnaissance vocale, là où les machines où on parle, on dit Alexa, allume la lumière, Siri, emmène-moi chez le médecin, etc. Ces machines, elles étaient entraînées sur des voix d'hommes américains blancs. Alors si c'était une femme hispanique noire, c'était foutu, ils ne vous comprenaient pas. Juste parce que les données n'étaient pas bonnes. Alors on essaie de réduire les biais dans les données, mais il y a toujours des biais dans les données. C'est pas possible de faire des données parfaites. Évidemment, on essaie d'avoir des données les plus objectives possibles. Mais l'algorithme d'apprentissage, il va sortir une espèce de moyenne des données qu'on lui sort. Et avec ça, il fait ce qu'il peut. Donc, encore une fois, c'est pas magique. Ça marche bien, mais voilà, il faut donner les bonnes informations. Alors avec ça, il y a eu des résultats extraordinaires et je voudrais insister sur un point, c'est que le premier algorithme d'apprentissage, il date de 1952. Pour gagner au jeu de dames, Arthur Samuel avait écrit un programme qui apprenait à gagner aux dames en 1952. Donc le machine learning, il y a beaucoup de gens qui disent dans la presse, ah oui, c'est du machine learning, donc c'est apprentissage automatique en anglais, machine learning. L'apprentissage automatique date aussi des années 50, date des débuts de l'IA. Très tôt, les informaticiens ont l'idée que oui, ça serait quand même vachement plus simple si c'était l'ordinateur qui écrivait les règles plutôt qu'un humain. Mais après, il a fallu y arriver. Et donc, pour ça, il a fallu un petit peu de temps. Et il y a des résultats assez incroyables. Les réseaux de neurones, on parle beaucoup de réseaux de neurones. La conférence d'Alexei Greenbaum, juste après, vous parlera aussi beaucoup de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, 1957. D'accord, l'idée, alors pourquoi on appelait ça réseau de neurones ? C'est parce qu'il y avait l'idée à l'époque d'essayer de reproduire le fonctionnement d'un neurone humain.
Mais c'était l'idée qu'on avait dans les années 50 d'un neurone. On sait très bien que ça n'a rien à voir aujourd'hui. Et puis, de toute façon, c'était de le transformer en calcul. Et tout ce travail-là, 1957, il a fallu un petit peu de temps avant qu'on arrive à vraiment utiliser les réseaux de neurones dans les années 80, et puis qu'on obtienne les résultats qu'on connaît aujourd'hui avec ChatGPT ou avec d'autres algorithmes de reconnaissance d'images. Et il y a d'autres techniques d'apprentissage automatique qui sont développées au fil du temps. Donc il y a plein de résultats qui ont permis à l'IA d'avancer entre les années 50 et les années 2000. Et c'est vrai que la victoire d'AlphaGo en 2015 a redonné un coup de projecteur sur l'IA. AlphaGo fonctionne avec des réseaux de neurones, qui sont donc une technique de calcul particulière basée sur l'apprentissage automatique. Alors, je vais revenir un petit peu sur les réseaux de neurones. Je ne vais pas trop en parler parce que je ne veux pas trop empiéter sur ce qu'Alexei va vous raconter juste après. Il m'en voudrait beaucoup. Mais voilà, ça c'est un neurone biologique et ça c'est un neurone artificiel. Donc c'est pas pareil. Un neurone artificiel, c'est, alors pour ceux qui ont fait des maths dans la salle, c'est une somme pondérée. C'est-à-dire que vous faites la somme, vous avez des entrées, et vous multipliez toutes ces entrées par des valeurs W, et vous faites la somme, et vous comparez la valeur avec une valeur B, et si c'est plus grand que B, vous mettez 0, enfin vous mettez 1, si c'est plus petit que B, vous mettez 0. Donc c'est des additions, des multiplications. Et pour que ça marche, il y a des W et des B qu'il faut régler, il faut trouver les bonnes valeurs de W et B, et en fait, vous mettez plein de neurones. Vous ne mettez pas un seul neurone, vous en mettez plein. Et vous les assemblez d'une certaine manière, on les met en couches. C'est pour ça qu'on parle de réseaux de neurones profonds, c'est juste qu'ils sont mis en couches les uns derrière les autres. C'est pas que c'est très intelligent, c'est profond, c'est juste pour dire plusieurs couches. Alors après, c'est sûr que vous entendez beaucoup de gens dans la presse dire « Ah oui, moi je fais du deep ». Tout de suite, ça donne beaucoup de profondeur à la chose, mais en fait, non, c'est juste qu'ils utilisent un algorithme de ce type-là. Et cet algorithme, donc voilà, on enchaîne les calculs avec des additions, des multiplications. Il faut s'imaginer que c'est comme une gigantesque table de mixage avec des milliards de boutons. Il faut trouver les bonnes valeurs des boutons pour que ça marche. Et l'apprentissage, c'est de régler les valeurs de ces boutons. On règle tous les W et tous les B jusqu'à trouver la bonne solution. Évidemment, c'est long, c'est fastidieux. Alors, comment on fait ça ? Je vous donne un petit exemple. Imaginons qu'on veuille reconnaître des images d'animaux. Un truc assez simple. Voilà, j'ai des données, donc j'ai collecté des milliards d'images d'animaux et je vais montrer une image d'animal à mon réseau de neurones. Et lui, il va transformer les pixels de l'image en 0, en 1. Et puis après, il va faire son calcul, donc faire ses additions, ses multiplications. Et en sortie, j'ai des résultats pour chaque animal possible. Et bon, il fait son calcul et il me dit, voilà, avec ça, moi je trouve que chien, je score à 0,5. Chat, je score à 0,3 et chameau, je score à 0,7. Je lui dis, non, c'est pas un chameau, c'est un chat. Donc on va corriger le réseau de neurones, on va prendre tous les endroits où il est passé dans son calcul, qui l'ont amené à décider que c'était plutôt un chameau, et on va baisser un tout petit peu la valeur du bouton. D'accord ? On baisse toutes les valeurs. Et puis on recommence. On lui passe une autre image, donc là c'est un chien, et il dit, ah, moi je crois que c'est un chat. On lui dit, non, c'est pas ça, et on recommence. On trouve tous les endroits où il est passé et on diminue les boutons. Et puis de temps en temps, ça marche quand même. Par exemple, il me dit c'est un chat. Alors s'il dit oui, c'est un chat, je monte un tout petit peu les valeurs de tous les endroits par où il est passé qui permettent de calculer que c'est un chat. Et je fais ça des milliards de fois. Donc c'est la machine qui règle les boutons. Il n'y a pas un humain qui règle. L'humain là sur l'image, vous voyez, il a les pieds. Il est en train de lire un bouquin en attendant que ça se passe. C'est la machine qui fait tous les calculs, qui règle les boutons, en passant une par une les images, et en les passant même plusieurs fois, en mélangeant à chaque fois les images. Et au bout d'un moment, on va dire stop, on s'arrête, ça y est, les boutons sont à peu près réglés. Dans 99% des cas, quand on lui montre une image, il répond bon. Donc c'est bon, il est au point. Et ça donne des résultats vraiment impressionnants. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui savent jouer au jeu de Go, mais je vais vous montrer une petite vidéo. Donc pour battre Lee Sedol, c'était le champion du monde de Go à l'époque. Pour battre Lee Sedol au jeu de Go, on a utilisé un algorithme un peu complexe dans lequel il y a deux réseaux de neurones. Il y a un algorithme qui ressemble plutôt à un algorithme du type min-max, tel qu'on l'a vu. Il y a un peu de tirage aléatoire dedans, mais ça ressemble un peu à l'idée du min-max qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, il y a deux réseaux de neurones qui permettent de savoir dans quelle direction aller. Et ça permet de gagner au jeu de Go. Il a fallu quand même une dizaine d'années aux ingénieurs de Google avant d'arriver à le faire, mais là, ça marche pas mal. Je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, la vidéo, c'est celle-là. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'elle est sous-titrée, sinon je vous la Ouvrir avec VLC. Alors,
Non, elle n'est pas sous-titrée. Alors, je vais la commenter en direct. Donc, voilà. Vous allez voir, on est à un moment, c'est le coup numéro 37 de la partie. C'est plutôt le début de la partie, le coup 37. Au jeu de Go, il y a plutôt 200 coups qui sont joués. Donc, on est plutôt au début de la partie. Et là, les deux personnes que vous voyez sont des experts du jeu qui commentent à la télé ce qui se passe. Donc, la machine propose un coup. Il y a un humain qui joue le coup sur le plateau en vrai face à Lee Sedol. Et puis, eux, ils sont en train de reproduire ce qui se passe et de commenter en disant « Ah ouais, c'est pas mal, moi, j'aurais plutôt fait ça, etc. » Donc là, ils vont commenter. Et vous allez voir, le gars qui positionne la pierre va avoir une sorte d'hésitation. Is what Thorey from the Google team was talking about. Is this kind of evaluation value? Vous avez vu, il vérifie, il dit mais c'est bizarre. Il pose la pierre, puis il la redescend. Non, et puis il dit non, c'est bien ça. Il la remet au bon endroit. That's a very surprising move. C'est vraiment un coup surprenant. I thought it was a mistake. Ah, j'ai cru que c'était une erreur. Enfin, well, I thought it was a click miss, but a clicko. And if we were online Go, we'd call it a clicko. Yeah, it's a very strange. Something like this would be a more normal move. Voilà, là ils commentent en disant moi j'aurais joué ça, etc. Et ils vont continuer de commenter. Donc j'ai coupé un petit bout de la vidéo. Ils continuent de commenter. Like if Black continues with this, it would be very effective. Et ils disent voilà après moi j'aurais joué ça serait pas mal, etc. Interesting. So AlphaGo played this move, which I want to hear more about in a second, but Lee has left the room. Et l'autre dit attendez, je vous interromps. Bon, on va discuter du coup, mais Lee Sedol est sorti de la salle. Lee Sedol, il a vu le coup, il a dit ok, c'est bon, j'ai perdu. Il s'est levé, il est sorti, il a été réfléchir un peu, il est revenu, mais bon, il a perdu la partie. Ce coup s'appelle aujourd'hui le coup numéro 37, il est enseigné dans les écoles de Go. Aucun humain ne l'avait jamais joué, aucun humain ne l'avait jamais rencontré en fait. Et la machine, avec sa puissance de calcul, elle était capable de déterminer qu'au 37e coup de la partie, dans cette configuration, c'était ce coup-là qu'il fallait jouer pour gagner. C'est énorme. Donc l'IA est capable d'explorer des choses qui nous sont inatteignables. Pour gagner au jeu de Go, la machine, elle a joué contre elle-même plus de parties de Go que toute l'humanité jouera dans toute son existence. Donc jamais on n'aurait pu le trouver, ce coup numéro 37. Maintenant, c'est pratique, on l'enseigne dans les écoles. Ouais, je m'arrête. Et bien donc j'ai presque fini. Ça tombe bien. La question qu'on se demande souvent, c'est mais est-ce que la machine, elle pense? Est-ce qu'elle a vraiment compris? Là, elle a trouvé un coup super bon au Go. Finalement, est-ce qu'elle n'est pas intelligente malgré tout ce que dit M. Sabouret depuis tout à l'heure? Ça se trouve, la machine, elle est quand même vraiment intelligente. En fait, la machine, elle n'a fait que des calculs sur des nombres. Elle n'a fait que ça. Elle ne sait pas qu'elle était en train de jouer au Go. Elle a juste exécuté les calculs pour lesquels elle avait été programmée. Il y a un linguiste très célèbre qui s'appelle John Searle, qui a... dans les années 70, a proposé un paradigme pour essayer de comprendre un petit peu cette difficulté. Il a appelé ça la chambre chinoise. Il dit, imaginez qu'il y a quelqu'un dans une pièce fermée, et par une petite fenêtre, on peut lui passer des mots en chinois, et par une autre fenêtre, il peut répondre avec des mots en chinois, mais lui, il ne parle pas chinois, il est américain, il ne sait parler que anglais. Par contre, il a un manuel écrit en américain qui lui dit, quand tu vois tel symbole, il faut que tu répondes avec tel autre symbole. De l'extérieur, on aurait l'impression que la personne comprend le chinois. Mais la personne ne comprend pas le chinois. Elle ne fait que suivre les règles écrites dans le livre. C'est la même chose qui se passe avec un ordinateur. L'ordinateur fait ses calculs, il ne sait même pas qu'il est en train de jouer au Go. Il voit des nombres arriver, il sait qu'il doit sortir tel résultat, enfin il calcule le résultat qu'il doit sortir, et donc il sort le résultat qu'on attend. Et nous on dit, waouh, c'est super bon ce coup 37 quand même. Alors, voilà, bon, ChatGPT, c'est un réseau de neurones profonds. C'est exactement ce genre de technique. Je pense que Alexei va vous en dire plus, mais sauf qu'il a été entraîné pour générer du texte. Donc l'idée de ChatGPT, c'est pas de jouer aux échecs, c'est de générer du texte. Et ça marche vachement bien. Et donc Alexei vous en parlera. Alors après, les gens demandent souvent, et après, qu'est-ce qui va se passer? Les chercheurs, on est assez bons pour parler de l'histoire, on est moins bons pour parler du futur. Ça, c'est pas trop notre truc. Mais on peut imaginer plein de choses. Si vous avez vu le film Her de Spike Jonze, c'est un beau film par ailleurs, qui est plutôt un film sur
sur l'humain que sur la machine, mais qui est un beau film sur les sentiments et sur l'amitié. Voilà, c'est peut-être qu'on aura des robots dont on tombera amoureux dans le futur. Ou alors peut-être qu'on aura des robots qui tomberont amoureux les uns avec les autres sans nous, et qui dépollueront la planète à notre place parce qu'on aura tellement mis le bazar qu'il faudra bien que quelqu'un le fasse, pendant que nous on sera dans l'espace en train de manger des sandwichs. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Wall-E de Disney. Est-ce qu'on a des robots qui nous ignoreront tous les uns après les autres, comme dans le Terminator ? Est-ce qu'on aura des choses comme dans la pub de Samsung ? Alors comme j'ai plus de temps, je ne vais pas vous passer la vidéo, mais Samsung a fait une petite publicité avec un robot super intelligent dans une usine. Et bon, je ne sais pas ce qu'on aura. L'IA, je pense que ce que ça sera, c'est ce que nous, on a envie d'en faire. C'est ça qu'il faut retenir. À un moment, il faut qu'on s'empare quand même du sujet. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un truc magique. Certes, il faut un peu d'expertise pour le faire. Par contre, pour penser ce que ça doit faire, il n'y a pas besoin d'être expert en informatique. Il faut participer à la discussion publique sur ce que l'IA doit faire et ne doit pas faire. Il ne faut pas oublier que, c'est celui-là, sans humain, il n'y a pas d'IA. Quand on fait un programme d'IA, il faut des experts, il faut des programmeurs, il faut des utilisateurs, il faut des gens qui construisent le corpus de données. Tout ça, c'est fait par des humains. ChatGPT est super puissant, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites par des humains dans l'histoire. Et surtout, retenez bien que l'IA fait forcément des erreurs. En général, moins que nous. C'est l'intérêt de l'utiliser. Sinon, si elle se trompait plus que nous, on ne s'en servirait pas. Mais elle fait forcément des erreurs. Voilà, je voudrais juste remercier Mathieu Grossi qui m'a rappelé qu'il ne fallait pas que je déborde trop. Lisette de Hassy, qui est le co-auteur du livre Comprendre l'intelligence artificielle que vous voyez ici, et je serais heureux de vous offrir, de vous dédicacer les livres à la sortie si vous voulez. Et puis j'ai utilisé diverses ressources en ligne. Si vous voulez, on peut discuter un petit peu en attendant la conférence d'Alexei qui est en train d'arriver. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait une première personne qui se lance dans la... Allez-y, madame. Quand le joueur de Go s'est aperçu lui-même que c'était un coup exceptionnel, est-ce que l'humain lui-même va apprendre de la machine ? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Lee Sedol, mais je pense que s'il est sorti de la salle pour prendre une pause, c'est qu'il avait l'intention de réfléchir un petit peu. Donc oui, on essaye d'apprendre aussi de ce que fait la machine. Moi, je travaille beaucoup en ce moment sur essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les humains à faire moins d'erreurs dans leur métier. Dans mon équipe, on travaille sur ce genre de questions. Et donc, ce n'est pas qu'on apprend de la machine, c'est qu'on essaye de tirer parti de ce que la machine sait faire que nous ne pouvons pas faire. Et ça, on fait ça depuis qu'on fait des machines. Quand on a fait des machines de levage à l'Antiquité, c'était justement pour faire à des machines des choses que nous n'arrivions pas à faire nous-mêmes. Quand on fait des voitures, c'est pour se déplacer plus vite que ce qu'on peut le faire par nos propres moyens. Donc on essaye toujours d'utiliser les machines à notre avantage. Est-ce que là, on peut apprendre de la machine ? Le coup 37 est un bon exemple. On apprend aujourd'hui à jouer le coup 37. Parce que les gens l'ont analysé, se sont dit oui, c'est vraiment un bon coup, c'est pas juste un coup de bol, c'est vraiment quelque chose d'intéressant sur le plan stratégique. Donc là, il y a une vraie réflexion que la machine n'est pas capable de faire. De dire, est-ce que c'est vraiment un bon coup ? Et oui, c'en est un, donc on va l'enseigner dans les écoles. Donc je pense que la réponse à votre question, c'est plutôt oui. Quelqu'un d'autre ? Est-ce que on est dans une programmation, donc est-ce qu'on peut se projeter sur quelque chose de trop uniforme, trop, en termes de programmation et d'IA, quelque chose de trop normatif ? Je pense qu'Alexei, tu en parleras aussi de ce côté normatif, parce que c'est vraiment des questions qu'on se pose dans les comités d'éthique. Oui, c'est une des difficultés, parce qu'on entraîne aujourd'hui nos algorithmes d'apprentissage automatique sur des corpus de données, il y a une tendance à aller vers du normatif. Et le risque, c'est que ce normatif soit non contrôlé, quand on donne un corpus de données qu'on n'a pas travaillé, ou pire, qu'il soit contrôlé. On peut imaginer faire un chat GPT qu'on aurait réglé pour qu'il réponde d'une certaine manière à certaines questions. On
on pourrait le faire. Aujourd'hui, il faudrait du travail, il faudrait quelques humains pour régler en finesse l'algorithme. On pourrait faire une variante de ChatGPT qui répond à des questions d'ordre politique ou d'ordre social de manière biaisée. Et donc oui, on peut faire des choses normatives dans le bon sens comme dans le mauvais. D'autres questions? Non, alors sans transition, Alexei Greenbaum. Écoutez, merci.